Bonsoir à tous et à toutes. Merci encore d'être là. C'est vendredi soir, donc j'imagine que vous avez un programme chargé, mais vous avez quand même pris le temps de venir. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des villes portuaires qui ont suscité un intérêt croissant ces dernières années, qui n'a pas été repris nécessairement par les historiens de l'esclavage, encore que. Le livre sur lequel je travaille en ce moment, dans ce livre, je cherche à démontrer qu'il y a une quinzaine de villes portuaires liées à l'esclavage qui ont été le point de départ d'un dialogue à plusieurs niveaux sur la construction de l'Empire, autant que des microcosmes d'identité, de résistance, de pensée radicale, de collaboration interculturelle. C'est un peu ambitieux, 15 ports. C'est probablement pour ça que je suis en retard déjà. Mon idée est de rassembler des histoires individuelles, nationales, mondiales, des sociétés esclavagistes. Alors, l'histoire de l'esclavage colonial est liée aux histoires des villes portuaires de l'Atlantique et de l'océan Indien. Ces histoires portent sur la migration, le transport, les transformations technologiques et bien d'autres choses. Et donc, cette recherche propose de rapprocher deux volets de l'histoire à travers une analyse des changements divers et significatifs qui ont dynamisé à la fois le commerce des êtres humains et des paysages socio-culturels et économiques des villes portuaires. Donc, il s'agit aussi d'interroger certains termes. Les notions telles que l'exploration coloniale et la conquête amènent avec elles un certain nombre d'images et d'idées telles que le courage face au danger, la réussite pour un certain groupe de personnes. Ces notions évoquent aussi des images d'assujettissement et de douleur pour d'autres. Alors, ces deux points ne s'excluent pas mutuellement. Et pourtant, ces points ont été au cœur d'âpres disputes sur les prétendus bienfaits de la colonisation. Plongés dans les histoires d'hommes, et dans certains cas de quelques femmes, qui ont parcouru les océans à la recherche de richesses, mettent en lumière les motivations et les expériences de ceux qui ont quitté leur famille et leur communauté et ont voyagé à travers le monde. Certains sont revenus, d'autres ont péri, et même dans ce dernier cas, leurs souvenirs et leurs récits ont servi à forger des identités collectives. Et je pense notamment à quelqu'un appelé capitaine Woodes Rogers, qui était natif de Bristol, et son lien avec les Bahamas, puisqu'il est devenu gouverneur des Bahamas, et comment son histoire et bien d'autres ont été source d'inspiration pour le roman Robinson Crusoe. Afin de raconter des histoires de diverses communautés qui habitent certains ports de l'Atlantique et de l'océan Indien, j'ai décidé de repenser les outils de narration qui me permettraient d'analyser ou qui nous permettraient d'analyser cette histoire d'une manière plurielle et que j'espère d'une manière inclusive. Histoire inclusive ne veut pas seulement dire que je travaille sur des diverses communautés ethniques, religieuses, etc., qui ont habité ces ports. Mais j'ai vraiment voulu réfléchir à l'idée de l'archive au sens large. Alors on sait que l'archive est importante pour l'historien. Il s'agit essentiellement d'une collection de documents qui nous donnent des informations sur le passé. C'est une définition large. L'archive peut être des registres, des annales, des lettres, des catalogues, etc. J'ai voulu partir non seulement de l'archive papier, mais élargir. Ce que j'ai défini comme étant l'archive inclusive avec un grand A et un grand I comporte un corpus biographique, bibliographique, multidisciplinaire, mais aussi des manières qui nous permettent d'appréhender des histoires en dehors de l'espace institutionnel. Il s'agit donc de regarder les traces du passé dans l'espace urbain. Statues, objets d'art, mascarons, parcours méditatifs au travers des visites guidées qui engagent le corps et donc tenter de saisir l'importance de ce que j'ai appelé kinésique mémorielle. Alors, kinésique mémorielle, c'est utiliser le corps pour narrer des histoires du passé autrement. Le corps devient un point de départ qui nous permet de retourner dans les passés coloniaux européens et africains. La liste de mon archive avec un grand A n'est pas exhaustive. Je pense que vous fournir des exemples illustrerait mieux mon propos. Alors,
Je voulais commencer par Luanda, en Angola, et je terminerai par le port de Saint-Louis, le port Louis, pardon, à Maurice. Je voudrais commencer par vous parler des ports situés en Afrique, de celui-là, Luanda, qui est situé dans l'Atlantique, et le dernier est dans l'océan Indien. Alors, ces ports sont importants dans l'histoire coloniale européenne. On pourrait se demander pourquoi je vais parler de ces personnes, car le titre des conférences, c'est « Africains européens ». Et ces personnes d'ascendance africaine, dans ces ports, sont nées pour la plupart d'entre elles en Afrique, sont souvent restées sur le sol africain. Donc, cela fait d'eux et d'elles des Africains et des Africaines. Peut-on vraiment dire qu'elles sont africains ou africaines européennes? Peut-être pas. Je voulais partager pourtant avec vous des histoires de vie, des histoires de rencontres à l'époque de la traite, car c'est mon domaine de recherche, mais aussi car je veux ouvrir la porte à la question des identités multiples en contexte. Pour ce qui est de l'archive au sens large, eh bien, la question de l'archive inclusive se pose aussi différemment. J'ai commencé par la magnifique statue de la reine Njinga dans la capitale angolaise. Je vous montrerai la statue plus tard. Juste une image de Njinga. Donc, la statue a été érigée en 2002 et la seconde image sur laquelle je vais m'attarder légèrement est un objet rituel, mais comme objet rituel, je me suis réapproprié le crucifix comme objet rituel et je vais expliquer pourquoi. Ces deux sources matérielles sont importantes dans l'histoire que je vais vous narrer. Mais avant cela, je tiens à dire que l'histoire de Njinga est connue et je me suis appuyée sur les travaux de l'historienne Linda Heywood et de l'historienne de l'art française martiniquaise, Cocorico, Cécile Froment. Un certain nombre de chroniques portugaises des XVIIe et XVIIIe siècles traitent de Njinga, mais la plupart des données remontent au récit des missionnaires capucins que l'on rencontre à Matamba entre 1654 et 63, et leur version a été présentée pour la première fois dans les écrits de Giovanni Antonio Gavazzi en 1687. Alors, je vais vous montrer un petit peu. J'ai peur de toucher. Oh non, je savais que... Peut-être celui-là. Voilà, c'est ça. Là, vous voyez le royaume Ndongo Matamba à côté du Congo, du royaume du Congo. Ndongo, alors au moment de l'arrivée des Portugais au Congo, Ndongo était le deuxième plus grand État d'Afrique centrale. Ndongo bordait l'océan Atlantique, s'étendait de la frontière avec le Congo à l'embouchure de la rivière jusqu'à la baie de la puissante rivière Kwanza, que vous voyez, je pense, ici. Alors on avait aussi un certain nombre d'îles, des îles du Kingdonga, qui avaient une importance économique stratégique et qui offraient d'excellentes zones de pêche. Et ces îles étaient importantes parce qu'elles étaient, enfin presqu'îles, situées suffisamment proches les unes des autres pour que des soldats ou des espions puissent facilement se déplacer. Et ça va avoir une importance certaine. Alors, le royaume de Ndongo était une monarchie soutenue par une élite à la cour. Le roi gouvernait avec un conseil, il avait lui-même des administrateurs, il avait des enfants nés de plusieurs concubines, des émissaires, des ambassadeurs, des guides spirituels et religieux. Et le royaume du Congo était puissant aussi, exerçait son influence sur les royaumes du Matamba et du Ndongo. Matamba et Ndongo s'étaient battus contre l'invasion portugaise et donc ils étaient alliés, tandis que le Congo collaborait plus fortement avec les Portugais. Et en 1624, la reine Njinga fuit Ndongo à cause de l'invasion portugaise et marche vers Matamba. Elle prend le relais et en devient la reine. Je dis ça comme si c'était facile, mais en fait, c'était une guerrière. Elle avait un frère appelé Ngola Mbande qui était l'héritier du trône et qui règne après la mort de leur père. Elle avait aussi des sœurs dont elle était proche. Il s'agissait pourtant d'une société patrilinéaire qui accordait rarement de l'importance aux femmes, mais la place de Njinga dans la famille était assez unique et importante
parce qu'elle est la préférée de son père. Son père lui permet de s'asseoir à la cour et d'écouter ce qui se passe, et aussi de participer aux entraînements militaires, ce qui, bien sûr, n'est pas du goût du frère. Donc, pour vous resituer un petit peu les choses, au début du XVIIe siècle, les Portugais voulaient étendre leur influence le long du fleuve Kwanza, conquérir le royaume d'Ongo. Et en 1617, le nouveau gouverneur portugais poursuit la même politique que le précédent et réussit cette année-là à envahir la capitale. Et il va aussi obliger le roi Ndolamba Mbande à fuir vers les îles dont je vous ai parlé. La même année, la traite transatlantique avait déjà commencé, en fait depuis un siècle, avec l'envoi de captifs africains vers les Amériques, avec le soutien, comme je vous l'ai dit, du Congo. Les captifs africains étaient envoyés vers les colonies portugaises et espagnoles, et en particulier, mais pas uniquement, vers une île connue sous le nom d'Hispaniola, aujourd'hui Haïti et la République dominicaine. Après la mort de leur père, Mbande va faire quelque chose. Il veut s'assurer qu'il n'y a pas de rivaux. Donc, il va assassiner ses demi-frères, tuer le fils de Njinga et stériliser ses sœurs. Assez violent. Njinga a compris. Elle avait une expérience militaire, donc elle va essayer de partir, de s'enfuir. Bon, elle ne peut pas tout à fait le faire. Et son frère se dit, bon, elle est quand même assez dangereuse, donc je vais essayer de la mobiliser ailleurs. Donc il va l'envoyer négocier un traité de paix avec les Portugais, avec tous les dangers que cela comporte, parce que, et négocier notamment avec le fils du gouverneur, João Mendes de Vasconcelos. Elle est envoyée là-bas. Les Portugais l'accueillent, parce qu'en fait, elle est quand même héritière du trône, quelque part. Ils considèrent que le royaume Ndongo est une puissance majeure dans la région, donc il faut leur parler. Elle est accueillie avec une grande escorte, il y a une délégation qui l'accueille, un défilé militaire, de la musique autour d'elle, etc. Et donc les négociations commencent. Alors, les négociations commencent relativement bien, mais à un moment donné, elle refuse cependant certains termes. Et l'un des termes est de payer un tribut en esclaves au gouverneur portugais, comme c'était la coutume pour les royaumes conquis. Elle leur propose autre chose. Et parmi les choses qu'elle leur propose, elle dit par exemple, elle dit qu'elle va se convertir au christianisme et qu'elle va se faire baptiser. Et ça, c'est extrêmement important pour les Portugais qui essayaient d'étendre aussi le christianisme dans la région en espérant que ça allait... ça allait amener ces populations sous le joug portugais d'une manière ou d'une autre. Alors, à 40 ans, lors d'une cérémonie religieuse publique, elle est baptisée dans l'église mère de Luanda. Elle devient Ana de Souza. Alors, j'ai voulu introduire cet objet comme objet rituel, parce que je suis sûre que tout le monde s'attendait à ce que je vous amène un objet africain. Et là, j'ai pensé que le crucifix pouvait être utilisé comme objet rituel ici. Il devient un symbole d'une alliance forcée, mais alliance censée satisfaire les deux parties. Il y aurait beaucoup à dire sur le crucifix, objet religieux, objet rituel, outil de manipulation, outil de collaboration, comme source matérielle, d'archives matérielles, mais je ne vais pas développer ici, je vous le mets en contexte simplement. Ce que Njinga a pourtant réalisé est extraordinaire. Elle a montré qu'elle était une négociatrice incroyable, elle a montré qu'elle pouvait rassembler plusieurs royaumes, elle a aussi fondamentalement changé la scène géopolitique de la région avec cette négociation. Et cette négociation a un impact sur le commerce, sur la traite des Noirs en particulier, en tout cas pour un temps. Ça signifie que le peuple Ndongo n'est pas à la merci des marchands d'esclaves pendant un certain temps. Et en raison de la présence portugaise et de la demande européenne d'esclaviser pour les Amériques, chaque royaume devait essayer de s'approvisionner en captifs pour essayer de protéger son propre royaume. Je vais expliquer un petit peu. Alors, l'esclavage portugais était destiné à l'exportation. Les captifs étaient envoyés vers les Amériques, mais aussi à Lisbonne et dans d'autres capitales européennes. Le système Ndongo, dans le système Ndongo, tous ne sont pas esclavisés.
Je m'explique. Il existait dans toute l'Afrique de l'Ouest des systèmes d'assujettissement qui vont être qualifiés par les Européens d'esclavage, mais légalement, ils ne le sont pas. Il s'agissait des formes d'assujettissement qui rappelaient l'esclavage, mais qui pouvaient être beaucoup plus subtiles que cela, dans la mesure où certaines de ces personnes pouvaient acheter leur liberté, bénéficier d'une semi-autonomie. Il existait aussi un système connu sous le nom de prêt sur gage, par lequel on pouvait prêter ses services pour payer une dette, quelques mois, quelques années, où une famille pouvait laisser un de ses membres en guise de paiement, étant entendu qu'elle pouvait racheter la liberté. Avec la demande croissante de captifs sur les côtes africaines, la frontière devient floue entre semi-captifs, personnes mises en esclavage, esclavisées. Alors, je reviens sur ce terme, esclavisé. C'est un processus et non pas une identité fixe. Être esclave, c'est un statut juridique et non pas l'identité d'une personne, même si ce statut a été utilisé justement pour essentialiser les personnes d'ascendance africaine. Et au XVIIIe et au XIXe siècle, pour beaucoup, noir, africain veut dire esclave. Je pense que ce petit rappel est important, car nous, personnes du XXIe siècle, nous sommes des héritiers et héritières de ces pensées, ces schémas de pensée, et quelquefois nous continuons à bien des égards à reproduire ces modèles essentialistes, réducteurs et discriminants. Alors, pour revenir en Ndjinga, ces relations étaient assez complexes avec ce commerce. Elle voulait que les Portugais quittent la région, mais elle faisait aussi le commerce de captifs, car elle les voyait comme moyen de protéger son propre peuple et renforcer son influence à l'intérieur et à l'extérieur du royaume. Les captifs africains étaient devenus source de richesse et donc de pouvoir. Elle considérait ces captifs comme des marchandises. Ils étaient en dehors de sa parenté plus large, ils étaient étrangers. Et c'est une notion que, bon, pour un peu faire des ponts avec ce qui se passe et des commentaires 21e de maintenant, on entend beaucoup quand on parle de la question de l'esclavage, les Africains ont vendu leurs propres gens. Je rappelle qu'en Afrique de l'Ouest du XVIIe siècle et même avant, toute personne qui n'appartient pas au royaume est un étranger. Donc, ce n'est pas basé sur la couleur de la peau, mais vraiment l'appartenance au nom, au royaume. Au printemps, en 1624, Ngola Mbandé, le frère, meurt après avoir ingéré du poison. Antonio de Cardonega, un soldat portugais, chroniqueur, a écrit que peut-être que Ndjinga l'aurait un petit peu aidé. Alors, avant de mourir, quand même, il indique qu'il préférait que ce soit sa sœur qui le succède. Donc, elle va devenir la reine de Ndongo. À cette époque, elle prend également possession d'objets rituels et symboles associés à la royauté. Et cela est essentiel parce que ça aide à valider son pouvoir. Et c'était important car la société est dominée par les hommes, donc elle avait prouvé qu'elle était plus que capable de diriger. Elle impose son respect et suffisamment crainte, et elle est assez impitoyable, donc elle est la reine parfaite. Alors, elle va accroître sa base de pouvoir dans les années 1620 en lançant une campagne de recrutement. Elle recrute des soldats, des émissaires, des mercenaires, car ce sont tout de même, les Portugais sont encore là et ils essayent constamment d'acquérir des territoires et de grignoter sur les territoires de leurs soi-disant alliés. De plus, les armées dirigées par les Portugais avaient tué des milliers de responsables locaux, transformé des centaines de milliers de personnes libres en personnes esclavisées, forcés, envoyés dans les plantations outre-Atlantique, etc. Donc, en 1641, quelque chose se produit. Un nouvel acteur entre en scène en Afrique centrale. Il s'agit des Pays-Bas. Alors, ils arrivent en grande pompe, une armada, 2000 soldats, 22 navires. Ils amènent avec eux des soldats, des gens venus du Brésil. Ils arrivent à Luanda le 20 avril. Ils capturent la ville et Ndjinga se dit formidable. Nous allons pouvoir en faire des alliés. L'alliance est acceptée. Je passe très rapidement, beaucoup de choses se passent, mais elle est suivie plus tard de trahison. La guerre avec les Portugais continue et finalement, une traite est signée en 1656.
Njinga reste une figure formidable car c'était une diplomate, une stratège militaire. Et d'ailleurs, on la retrouve dans les champs de bataille alors qu'elle a une soixantaine d'années. Elle meurt en 1663 à l'âge de 80 ans. La reine Njinga est une figure de l'histoire clé de l'histoire africaine et européenne au XVIIe siècle, mais ses pratiques culturelles ont été transformées par l'arrivée des Portugais. Si elle se convertit pour des raisons militaires, politiques et économiques, on apprend aussi qu'elle continue des pratiques chrétiennes. Et je pense que c'est une espèce de syncrétisme qui a redéfini en quelque sorte les contours de son identité africaine. Il serait tout à fait légitime pourtant de se demander quel est le lien entre cette histoire et le port de Luanda. Eh bien, l'abolition portugaise de l'esclavage en 1854 est suivie d'une période dite de transition qui prend fin en 1878, période de transition, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur donner leur liberté tout de suite, il faut les préparer soi-disant à la liberté, etc. La même chose se passe outre-Atlantique, les Britanniques font la même chose. Mais les descendants des Portugais restent en Angola, à Luanda, et mettent en place un système basé encore sur les inégalités. C'est un régime colonial qui va durer jusqu'en 1975, c'est-à-dire il n'y a pas trop longtemps, où on a la guerre d'indépendance angolaise et les descendants portugais sont chassés d'Angola, arrivent en masse au Portugal. Une nouvelle histoire angolaise est mise en place dans les décennies qui suivent. Alors, Njinga est devenu le symbole pendant ce temps de la résistance angolaise face aux colons. Njinga est l'Angola, la mère patrie, elle est Luanda. Elle est ce port de l'Atlantique qui s'est battu pour sa liberté. Elle est la nouvelle nation née des cendres du colonialisme et le port de Luanda et son histoire complexe deviennent un outil de lutte contre l'oubli et le trauma. Donc il y a une réécriture de l'histoire de l'Angola avec comme figure clé Njinga. La statue ici, conçue comme lieu de mémoire, devient aussi le point de départ pour une nouvelle relecture historique. Alors, le deuxième port qui m'a intéressée, quand je ne mets pas de mention, c'est que j'ai pris la photo moi-même. Vous vous excuserez, elle n'est pas très bien centrée. L'histoire de la ville d'Amsterdam ne commence pas par la date que je vais vous donner, mais j'ai choisi cette date car c'est un marqueur important. En 1586, les troupes espagnoles s'emparent d'Anvers. Beaucoup de gens sont partis ou quittent et partent pour Amsterdam. La République est petite, avec des zones très densément peuplées. Alors que posséder la terre signifiait souvent un statut social plus élevé en France ou en Angleterre, dans la République néerlandaise, le pouvoir socio-économique était principalement entre les mains des acteurs du commerce et de l'industrie. La loi protégeait les habitants de chaque ville de diverses manières. Par exemple, à Amsterdam, la citoyenneté était considérée comme un privilège. On pouvait devenir citoyen si l'un des parents était né dans la ville, être marié à quelqu'un qui était né ou se voir accorder les privilèges exceptionnels du gouvernement, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi acheter sa citoyenneté si on était extrêmement riche. Alors, les gens qui avaient acheté leur citoyenneté n'étaient pas nécessairement autorisés à exercer une fonction publique immédiatement. Alors, ce système particulier signifiait que les migrants sans argent et certaines minorités, telles que les Juifs, se voyaient refuser la citoyenneté. Mais les choses vont changer à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Ce sont des histoires fascinantes, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Alors, l'objectif de la société mercantile néerlandaise était de réduire les risques commerciaux à tout niveau. Au fil du temps et à mesure que les paysages démographiques néerlandais évoluaient, ces mesures ont également tracé davantage les contours du sentiment d'appartenance et elles vont redéfinir les identités néerlandaises. Je vais m'expliquer un peu plus loin. Alors, les changements socio-économiques et culturels étaient plus visibles dans les villes comme Amsterdam. L'ascension de la ville vers la renommée et la puissance en tant que centre économique est aussi liée au développement urbain de cette ville. Les développements ont commencé au XIIIe siècle, mais s'accélèrent au XIVe siècle. Et entre 1585 et 1660, 4 grandes extensions sont réalisées et elles visent à agrandir le territoire. Comme je vous disais, il manque de place. Donc, on va construire un rempart jusqu'au Vieux-Port.
Il a fallu ensuite davantage planifier pour faire place à l'arrivée de nouveaux migrants d'Anvers en 1585 et suivre le rythme de l'expansion maritime. Le développement des quartiers maritimes le long des quais, les logements résidentiels, la lutte contre les inondations, la gestion d'un paysage dominé par les marais, enfin, on fait tout pour protéger Amsterdam. La planification urbaine et l'ingénierie nécessitaient des fonds et une gestion stricte des ressources. L'argent provenait des impôts et des investissements qui soutenaient ces projets, et l'expansion a profité aux habitants d'Amsterdam d'origine protestante essentiellement, mais aussi à un certain nombre de communautés venant d'Europe et d'ailleurs. Alors, je pourrais vous parler de ces populations, mais je n'ai pas trop le temps, là. Je vais vous parler des populations venant de diverses classes sociales, groupes ethniques. Parmi ces populations, on a des personnes d'ascendance africaine. Alors, les corps noirs ont fait la richesse d'Amsterdam. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré qu'engager le corps comme outil d'analyse d'une mémoire partagée, collective ou non, mais aussi comme objet de documentation historique pouvait être intéressante. Je suis partie à la découverte de la ville, d'un canal à l'autre, et cette visite m'a ouvert les portes sur des histoires d'enrichissement sans précédent. J'ai pris moi-même ces photos parce que c'est aussi engager le corps. Je parle de mémoire, de kinésique mémorielle. Les riches marchands d'Amsterdam s'installent aux abords des canaux, occupent des maisons cossues en centre-ville, annoncent au monde entier sans culpabilité, sans honte, avec beaucoup de fierté. Ils montrent à leurs voisins qu'ils ont enrichi la ville grâce au commerce transatlantique et au commerce avec l'océan Indien. On voit peu à peu apparaître dans l'espace urbain des têtes d'Africains européens partout dans la ville. Un apothicaire ouvre son commerce. Il met une figurine ou un mascaron pour montrer qu'il utilise aussi des produits venus d'ailleurs, comme vous le voyez là. Alors que sait-on de ces Africains européens au XVIIe siècle ? Les expériences de ces personnes à Amsterdam étaient très variées. Ce qui a émergé, ce sont des trajectoires beaucoup plus complexes. Le chercheur Marc Ponte raconte un incident étonnant qui donne des détails sur des liens sociaux que ces personnes entretiennent les unes avec les autres et même avec d'autres communautés. Une femme nommée Francisca, 4 autres femmes noires et 2 hommes noirs ont participé à un incident survenu en 1632. Il y a eu une dispute violente devant un monsieur appelé Manuel de Campos, un propriétaire portugais. La fille de Campos, enceinte, aurait été blessée. Les témoignages fournissent plus de détails sur ces personnes impliquées. On apprend en particulier que Francisca a joué un rôle crucial dans ces communautés noires. Il est probable qu'elle était la servante de Luis Gomez à Hambourg, mais en tout cas à Amsterdam, c'est une femme libre, et elle vivait avec d'autres femmes libres dans les sous-sols d'un bâtiment à Amsterdam. On apprend qu'elle essaye même de marier les uns aux autres. On apprend aussi qu'elle héberge quelquefois des femmes évadées de prison, comme Esther et Dina en 1632. Ces détails ont été fournis par Jerónimo Doria d'Andrada, un commerçant portugais, lors de l'incident. On apprend que 2 ans plus tard, Francisca, qui est Francisca de Angola, 43 ans, Anna de Cabo Verde, c'est-à-dire Cap-Vert, 35 ans, et Albert Volkerson, un marin de 36 ans, son épouse Jans, 31 ans, vont se retrouver devant un tribunal, le tribunal, et à la demande d'Antonio Manuel, qui travaillait pour la Compagnie des Indes néerlandaises et qui était marié à une certaine Esther Jans. Je vous donne tous ces noms, vous allez comprendre pourquoi. Alors, ils comparaissent devant un tribunal à Amsterdam, et les archives précisent que Francisca et Anna étaient noires, Swartinen, ce qui pourrait impliquer que les autres ne l'étaient pas. Antonio s'était rendu à Pernambuco, au Brésil. Il revient 5 semaines avant cet incident. Anna et Francisca expliquent que pendant que Antonio était parti, un homme marié nommé Pedro Fernandez rendait souvent visite à l'épouse Antonio, Esther. Il passait des nuits là-bas.
Anna et Francisca ont essayé d'avoir des discussions avec Esther, mais elle ne voulait pas écouter. Puis 2 semaines avant l'audience, Pedro, marié, avait décidé de venir menacer Antonio, donc il amène avec lui un couteau. Il dit à Manuel que voilà, il a une affaire avec son épouse et que celle-ci est enceinte et que l'enfant est de lui. Ça se passe très mal, bien sûr. Mais finalement, Esther finit par admettre l'affaire. Alors nous apprenons que Pedro Manuel est noir et qu'il avait l'intention il va divorcer. 3 semaines plus tard, il va épouser une autre femme. Ce sont des petits détails, mais qui nous permettent de voir un peu l'interaction qu'il y a entre diverses communautés. Le statut socio-économique de ces groupes de personnes n'était pas évident. On pourrait croire qu'ils ne faisaient pas partie de la classe moyenne ou aisée. Cependant, certains d'entre eux avaient quelques biens. En octobre 1636, Diego Vanangelo et Katrina Antoine, un couple nouvellement fiancé, se rendent chez le notaire Nicolas Jacobs et en présence de Cristobal Capitano, Antonio Vanangola et encore une fois Francisca Vanangola, le testament indique qu'en cas de décès, l'un serait bénéficiaire des biens de l'autre, parce que les deux ont des biens. Et si les deux décèdent, les témoins peuvent avoir accès à ces biens. Marc Ponte a examiné les interdictions de mariage et les actes de baptême. Il a conclu qu'il y avait de nombreux mariages dont nous ne saurons jamais l'existence, mais parmi ceux qui ont été enregistrés, sur les 46 hommes dont les bancs de mariage ont été publiés, 32 d'entre eux ont déclaré qu'ils étaient marins. On a par exemple Francisco de Angola qui travaillait pour la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. On apprend qu'il s'est battu au Brésil lors des combats qui opposent les troupes portugaises aux troupes néerlandaises. Il arrive à Amsterdam et s'installe. Alors, un point important à souligner, et un petit nombre de ces marins noirs travaillent également pour l'amirauté. Ils sont libres, ils ont des compétences dont l'amirauté a besoin. Parmi eux, Manuel et Bastian Fernando van Sao Tomé, Willem Joris van Angola. Ils travaillent tous pour l'amirauté. Bastien a épousé une femme appelée Marie Van Angola. Ils ont eu une fille qu'ils ont baptisée plus tard. Ces vies apparemment normales, voire banales, pourraient nous faire oublier le fait que pendant ce temps-là, la République néerlandaise se bat férocement pour contrôler le trafic d'êtres humains en Afrique, aux Amériques et en Asie. En fait, en termes économiques, les Pays-Bas sont un cas particulier. L'historien Karwan Fatah-Black et d'autres affirment que l'esclavage transatlantique n'était qu'une partie du commerce atlantique des Pays-Bas, mais qu'il a joué un rôle crucial dans la mesure où il stimulait l'économie et en particulier de nombreux autres secteurs liés à l'industrie de la marine, ou l'industrie maritime. L'esclavage colonial néerlandais joue un rôle important dans un autre type d'économie mondiale qui a conduit à des conglomérats multinationaux qu'on connaît aujourd'hui. Fatah-Black et d'autres notent que ces points clés peuvent nous éclairer sur les débats de longue date qui concernent la question importante de, entre guillemets, la grande divergence. La grande divergence tente d'expliquer les différences économiques et politiques entre ce qu'on a appelé l'Occident et le reste du monde, et cela depuis le XVIIIe siècle. On pourrait aller plus loin, et j'ai envie d'aller plus loin, et de lier cela à la question plus large de la réussite économique qui conduit à ce qu'on a appelé l'Occident, à une classification, à une hiérarchisation des êtres humains fondée sur des prétendues victoires de l'Occident. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'une victoire économique a conduit l'Occident à déclarer que, notamment au XIXe siècle, qu'il y avait un lien entre victoire économique et capacité intellectuelle des personnes à l'extérieur de l'Europe. Ça a été appelé racisme dit scientifique au XIXe siècle. Quoi qu'il en soit, Amsterdam nous offre une image nuancée de plusieurs catégories de personnes qui aspiraient à une vie meilleure, utilisant les moyens qui leur sont donnés ou créant des opportunités pour se constituer un patrimoine ou accroître une richesse déjà héritée. Alors, je voudrais me tourner vers la ville de Bristol. J'ai essayé de faire une photo artistique à l'époque. Bon, voilà. La question des archives, j'ai un petit peu mentionné ça la dernière fois. La question des archives se pose très nettement à Bristol pour moi en 2001. Lorsque j'essaie d'accéder aux archives
j'étais doctorante, j'essaie d'accéder aux archives privées de la Société des marchands il y a quelques années et je me vois refuser l'accès. C'est-à-dire qu'ils avaient accepté ma demande. Il y a eu une erreur sur mon nom. Ils pensaient que mon nom s'écrivait avec un apostrophe, enfin, des références avec l'Irlande. Bon. Et donc, j'arrive et on me voit et on dit « Ah, attendez, j'attends. » Et puis, finalement, non. Bon, les archives de la ville m'ont tout de même fourni des informations cruciales. Et là, je me suis aperçue très vite qu'elles contenaient très peu de choses sur les personnes d'ascendance africaine. Mais il y avait énormément de choses sur les marchands. J'ai décidé d'examiner la vie de ces marchands et de quelle manière les fameux silences aux abords du discours dont je parlais en référence à Michel de Certeau vont conduire en 1996 à une amnésie partielle sur le rôle de Bristol dans la traite des Noirs. Christine Chivalon, excellente chercheure, a écrit dessus aussi. En effet, en 1996, le célèbre Festival de la mer, pendant le Festival de la mer, Bristol va présenter l'histoire de la ville, qui est ville portuaire, comme étant une histoire basée sur la conquête des océans. Ces mots sont utilisés. L'homme, y compris les pirates originaires de Bristol, sont fêtés. Ce sont les hommes qui ont conquis les océans face à la mer, etc. Enfin, on fait très peu mention des plantations, de la violence de la traite. On oublie même de parler des corps noirs qui ont été utilisés comme labeur, comme outil de reproduction pour créer d'autres travailleurs, ou encore comme monnaie d'échange entre certains marchands. Alors, je vais vous en dire plus, mais je voudrais recadrer l'histoire de Bristol dans l'histoire plus large du Royaume-Uni, et je vais aller très vite. Alors, désireuse de suivre l'exemple des royaumes du Portugal, d'Espagne, des Pays-Bas, l'Angleterre décide de se lancer dans le commerce transatlantique, également connu à l'époque sous le nom de commerce africain. Le commerce de divers biens s'est avéré être un commerce lucratif pour les royaumes européens. Des marins anglais qui avaient déjà traversé les océans avant le XVIe siècle se lancent à d'autres conquêtes. Alors, on a les capitaines comme John Locke, William Towson, parmi les premiers à se lancer dans la traite elle-même transatlantique entre 1555 et 1557. Ils vont en Afrique, ils ramènent avec eux des Africains en Angleterre comme trophée. Cependant, John Hawkins est allé plus loin. Il s'est rendu en Afrique de l'Ouest, ce qui serait aujourd'hui la Sierra Leone, pour acquérir une cargaison humaine. Avec son équipage, il traverse ensuite l'Atlantique, vend sa cargaison à des planteurs espagnols en 1562. Et il y a 4 autres voyages qui suivent entre 1564 et 69. Il cherche des financements désespérément et il va les trouver auprès de l'élite. La reine Élisabeth Ier d'Angleterre faisait partie des bailleurs de fonds. Elle, comme bien d'autres, vont financer l'achat de fournitures, d'armes et de denrées. Et je tiens juste à faire une petite parenthèse. C'est un objet de discussion immense sur la question des réparations qui a lieu depuis quelques années, mais particulièrement cette année en Grande-Bretagne. Alors, je reviens. Pour tenter de réglementer ce qui devenait un commerce très lucratif pour quelques personnes de la cour, le frère du roi, le duc de York, qui devient plus tard le roi Jacques II, crée en 1663 une compagnie royale. Alors, le problème de cette compagnie, c'est qu'elle a le monopole du commerce, que les gens habilités, c'est-à-dire la cour, peuvent faire du commerce avec le continent africain. Alors, les années qui suivent, on a 6 hommes qui dirigent l'entreprise. Elle subit quelques pertes pendant la guerre anglo-néerlandaise. Et en 1672, la société est réorganisée, appelée Compagnie royale africaine, Royal African Company. L'entreprise, elle a toujours le monopole, donc on va assister à une pression énorme. Ils vont faire du lobbying et mettre l'accent sur des parlementaires pour que ce monopole cesse. Il va prendre fin et cela va être l'ouverture pour des villes comme Bristol et d'autres villes de province, c'est-à-dire n'importe quelle personne qui a les fonds pour faire du commerce, affréter des bateaux, peut le faire. Donc c'est vraiment le début d'un commerce, je ne dirais pas de masse, mais assez important.
L'un des nombreux atouts que Bristol a est un homme appelé Edward Colston. Alors, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler le déboulonnage de statue de Edward Colston il y a quelques années à Bristol. Alors, Colston est né à Bristol, il a passé ses premières années là-bas. Son père, riche commerçant, s'installe à Londres avec sa famille et c'est là que Colston devient apprenti avant de suivre les traces de son père. Le fils parvient à rentrer dans les grâces des dirigeants de la Royal African Company. Il rejoint l'entreprise, il devient membre de la compagnie en 1692 et de 1681 à 1713, son engagement avec Bristol s'intensifie. Il devient membre de la Société des marchands qui m'a refusé l'accès. Non, mais il faut que je le dise. Alors, il devient donc membre, il devient député représentant Bristol, il investit dans la traite, il serait responsable du transport d'Africains, mais en particulier d'enfants, de captifs africains, mais enfants. Il meurt en 1721. L'investissement de Bristol dans le commerce transatlantique est développé par la Société des Merchant Ventures. Et alors, je pourrais vous parler de ces sociétés. Elle fait beaucoup de choses caritatives, elle choisit à qui elle fait du bien, etc. Mais bon, ce n'est pas le but. Je voudrais juste dire que pendant que tout se passe, on voit un petit peu la présence africaine, enfin de personnes d'ascendance africaine à Bristol qui émerge. Je vous avais dit dans les conférences précédentes que des personnes d'ascendance africaine sont déjà sur le sol européen depuis des millénaires et en Grande-Bretagne d'après l'ADN trouvé depuis 10 000 ans. À Bristol, un compte rendu d'une affaire judiciaire devant la cour mentionne une employée de maison qui témoigne contre un certain Sir John Young en 1560. Des archives sur Bristol mentionnent également une jeune femme noire appelée Catalina. Il existe d'autres exemples de personnes d'origine caraïbéenne à Bristol. C'est cependant au XVIIIe siècle que l'on assiste à une augmentation du nombre de personnes esclavisées qu'on a amenées à Bristol pour travailler. Alors, dans les maisons de riches propriétaires comme domestiques ou employés de maison. Par exemple, John Pinney, une figure clé à Bristol, un marchand de Bristol qui avait des plantations à Nevis et St. Kitts, avait un employé appelé Perrault qu'il achète en 1765. Le garçon a 12 ans. Il devient très féru de Perrault, il le protège, il lui permet même d'avoir un autre travail puisqu'il est barbier, en plus d'être au service de Pinney. Il voyage avec lui. Lorsqu'il se marie, il l'amène là-bas pour qu'il lui serve d'employé. Alors, donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui émergent à Bristol, mais ce sont souvent des hommes. Ces jeunes hommes tentent à plusieurs reprises de s'enfuir, comme le montrent de nombreuses annonces publiées dans les journaux pour tenter de les récupérer. Par exemple, il y a une annonce publiée dans le London Gazette et qui est aussi à Bristol en 1685 d'un certain nommé John White. Alors, il n'y a pas eu de vente publique d'esclaves à Bristol, rien ne prouve cela en tout cas. Certes, cependant, un nombre important d'annonces est publié. Donc, alors, une situation intéressante se présente, mais vraiment c'est une situation qui se présente en France, dans les Pays-Bas, partout en Europe. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, à partir de 1772, il y a un procès célèbre. On déclare que l'esclavage n'existe pas sur le sol anglais. Le problème, c'est que les marchands amènent leurs esclaves. L'esclavage existe dans la Caraïbe, dans les plantations, mais ils amènent leurs esclaves en Angleterre. Alors, quel est le statut de ces personnes? Surtout lorsque ces ces planteurs s'installent en Grande-Bretagne. Alors, on va contourner la loi, on va les appeler employés de maison. Ils sont employés de maison, mais ils ne reçoivent pas de salaire. Ils ont peu de possibilités de trouver du travail ailleurs. Donc, ils vont vivre et souvent mourir au service de ces grandes familles. Et si la majorité de ces personnes sont employées de maison, quelques-unes ont d'autres occupations et ces personnes sont en général libres. Donc, on a quelques exemples d'un certain Stevens qui est marin, John Dean qui travaille à bord de navires impliqués dans la traite, donc ça devait être très compliqué pour lui.
un certain musicien appelé Starling qui jouait du cor et on en a d'autres qui sont dans des troupes de cirque, etc. En gros, il y a une centaine de personnes d'ascendance africaine à Bristol. Le tableau qui s'en dégage, ce sont des hommes et des femmes et des enfants qui essayent de vivre comme ils peuvent dans des conditions compliquées. Certains logent, ceux qui sont libres, logent autour des docks du port. Certains arrivent même à se marier. Ils se marient en général entre eux. Certains sont barbiers et d'autres travaillent comme musiciens itinérants. Mais le préjugé de couleur perdure pendant très longtemps. À Bristol, en 1999, on donne un pont, le nom de Perrault à un pont, Perrault dont je vous ai mentionné, que j'ai fait mention plus loin. Alors, le problème, c'est que peu de gens savent en fait qui est Perrault. Et j'ai passé beaucoup de temps à explorer ça et à interviewer des gens sur plusieurs années. Il y a une absence de travail de décryptage et de guide pour les écoles qui continuent d'invisibiliser Perrault et bien d'autres. Et c'est là que je pense qu'il est important de faire appel à la kinésique mémorielle qui peut intervenir et jouer un rôle important, non pas seulement dans le souvenir, mais en fait dans la recherche historique. Ce travail du corps en mouvement, lorsqu'on visite la ville, peut être un point de départ et peut nous conduire à approcher l'archive papier justement pour découvrir et raconter ces histoires oubliées. Alors, les images que vous verrez font partie, je vais vous parler de ce port avant. Les images que vous verrez font partie de mon archive avec un grand A inclusive. Il s'agit de cimetières qui parfois font remonter les os ou les osselets d'afrodescendants enterrés à la fin en forêt au XIXe siècle. Et j'ai pris ces images il y a quelques années à Maurice. L'archive inclusive, c'est parfois un magnifique musée, la Pravasi Ghat, qui narre l'histoire des travailleurs engagés d'origine indienne, vivant avec les afrodescendants. Il s'agit aussi parfois de la danse Sega, portée par les afrodescendants, reconnue comme patrimoine de l'UNESCO. Il s'agit aussi de l'archive papier, des images de champs de canne à sucre, aujourd'hui patrimoine aussi, qui nous mettent face au passé, mais aussi au présent des groupes de population dévalués et défavorisés à Maurice. Il s'agit de la construction d'une identité africaine, européenne et asiatique dans l'océan Indien. Pour lutter contre l'oubli historique et mémoriel, quelquefois, je partagerai avec vous ces histoires traumatiques, mais peut-être à contre-vent, parce que je vais parler de certaines choses et vous montrer des images qui en traitent d'autres. Alors, Port-Louis, capitale de l'île Maurice, a joué un rôle important dans l'histoire de l'esclavage colonial aussi. L'île Maurice a été occupée par 3 empires européens pendant plus de 2 siècles. La position de Maurice, à la fois en Afrique et un accès important en Asie, est devenue un point stratégique important pour les puissances européennes à partir du XVIIe siècle. Des marins arabes, africains, malais, portugais ont visité cette île, aujourd'hui connue sous le nom d'île Maurice, des siècles avant l'arrivée des Néerlandais. L'administrateur colonial portugais et marin Pedro Mascarenhas s'est brièvement arrêté sur l'île en 1512, mais a dû la juger de peu de valeur puisqu'il part. Elle est revendiquée plus tard par la couronne portugaise. Les Néerlandais ont cependant vu le potentiel de l'île et ont décidé de s'y installer en 1598. Ils l'ont baptisé Maurice en honneur au dirigeant hollandais, comte de Nassau, Maurice d'Orange. La colonisation néerlandaise sur l'île a commencé 4 décennies plus tard, 1638. Cornelius Guyer, nommé par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, est le premier administrateur colonial à explorer le potentiel de l'île. Il va établir un poste permanent. La colonisation est encouragée. Un flot constant de Néerlandais arrive sur l'île. Les Hollandais tentent de développer le commerce du bois d'ébène. Ils ont acquis des esclaves auprès des Français dans l'île voisine, Madagascar. Les esclaves n'ont pas simplement accepté leur sort. En 1642, sur les 105 personnes amenées au travail forcé dans l'île, 52 s'enfuient, trouvent refuge dans l'épaisse forêt. Ils ne sont pas préparés aux cyclones, etc.
Bon, donc ça se passe assez mal pour eux. Les Néerlandais continuent néanmoins et introduisent davantage de malgaches asservis dans l'île. Mais l'île se révèle être difficile. Les gouverneurs successifs se découragent, certains meurent, etc. Les tentatives sont interrompues. Mais en 1710, il y a une augmentation du nombre d'esclaves à Maurice importés par la canne à sucre d'Indonésie. Donc, on va essayer d'implanter la canne à sucre à Maurice. Et ça s'accompagne par, on va essayer de débroussailler, avoir accès à... Enfin, on va massacrer des forêts. Et sur le coup, on va aussi tuer un oiseau qu'on appelle le dodo. Une espèce qu'on ne retrouve plus à Maurice. Alors, les Français décident de s'emparer de l'île, se tournent vers la production sucrière. Je vais très vite pour arriver au cœur de ce que j'ai envie de vous montrer. Je continue. À partir de 1727, le gouverneur français Labourdonnais, nouvellement nommé, déterminé à laisser sa marque sur Maurice, il décide d'étendre le commerce en utilisant des esclaves. Il projette de développer Port-Louis et d'en faire une capitale commerciale française dans l'océan Indien. Il utilise des Africains réduits en esclavage pour construire les infrastructures de la ville, telles que le fort, un arc-duc, des hôpitaux, etc. Il implique des travailleurs européens aussi, aux côtés d'Africains libres et esclaves, dans la construction des bâtiments destinés à soutenir le port. Néanmoins, la hiérarchie raciale implique une obéissance et une conduite sociale assez stricte. Les Noirs libres n'étaient pas autorisés, par exemple, à vivre au cœur de Port-Louis. Ils devaient résider dans d'autres zones. La ségrégation était également évidente dans les cimetières et les lieux de loisirs. Ce n'est que pendant la période révolutionnaire française que l'ordre social semble un peu plus laxiste. Les Noirs libres obtenaient le droit d'être représentés à l'Assemblée coloniale et certains d'entre eux pouvaient rejoindre une unité spéciale de la milice locale. C'est une histoire fascinante que je n'ai pas le temps de vous raconter, mais voilà. Il faudra juste lire le livre que j'essaie d'écrire. Je me suis intéressée tout particulièrement aux histoires des expériences des populations d'ascendance africaine à Maurice au XIXe siècle. Alors, africaine et indienne. Alors, la pauvreté et la toxicomanie étaient répandues au XIXe siècle au sein de la population asservie, comme le montrent les registres de police que j'ai écumés. Le 3 octobre 1808, un homme nommé César, dont le maître était M. Guyard, charpentier, a été arrêté à 20h alors qu'il tentait de voler du pain dans une boulangerie. Un autre homme nommé Lubin, dont le maître était M. Gauthier, a été arrêté alors qu'il transportait des racines de manioc. Le même jour, un noir nommé une noire nommée Marie-Louise a déclaré qu'elle s'était enfuie pendant 19 jours et avait été reprise. Et en guise de punition, son maître lui a demandé de se faire payer une compensation puisqu'elle n'avait pas travaillé pendant ce temps-là. Alors, on n'a que des petites pépites, des petites histoires, mais ce qui apparaît, c'est qu'on surveille de très près les mouvements afro-descendants à Maurice, même lorsqu'ils sont libres. L'intrusion autoritaire de la police dans la vie des classes ouvrières est rarement contestée, mais il existe tout de même des cas où le comportement de la police est contesté. Le 10 octobre 1818, par une lettre envoyée au procureur général, une femme créole, Joséphine Lourd, porte plainte contre un policier appelé Manjot. Manjot a abusé de son autorité et est arrivé chez cette femme en demandant, en exigeant qu'elle lui remette un autre homme qui s'était enfui. Et cet homme qui s'était enfui appartenait à un propriétaire appelé M. Cuvillier. Donc, on ne sait pas très bien la relation que ce policier avait avec ce maître, mais bon, il va essayer de récupérer cette personne et on ne lui a pas donné d'ordre officiel pour le faire. Donc, alors, je vous ai mis cette image. Oh mince, elle est hors... Bon, vous voyez un petit peu une image que j'ai prise au musée à Pravasigat. C'est un musée extraordinaire qui relate la vie des travailleurs engagés à Maurice. Il y a un musée de l'esclavage à Maurice
que je n'ai pas encore visitées. Mais pour revenir à ces personnes, Vijaya Tilok, la chercheuse, note qu'à partir de 1815, il y a une nouvelle vague migratoire qui modifie la division spatiale à Saint-Louis. La canne à sucre avait attiré un nombre de travailleurs et augmenté le nombre de populations asservies. Maurice passe sous domination britannique. De nouveaux migrants arrivent sur l'île et après 1825, 500 000 personnes arrivent prêtes à essayer de travailler dans l'industrie secondaire née de l'exploitation du sucre. Donc, on a des travailleurs, donc on a eu des gens venus d'Inde, après on a des Africains, après au XIXe siècle, on a des gens venus d'Inde et de Madagascar aussi. Ensuite, dans la seconde moitié, enfin vers 1839, on a des Comores qui arrivent, des gens de Madagascar qui arrivent aussi en plus grand nombre, en plus d'autres travailleurs indiens engagés. Donc, l'espace pour loger la population devient un problème. Et la classification ethnique et juridique qui avait lieu à l'époque se révèle aussi être difficile. On a l'exemple de Gabriel avec un E à la fin, Senga, qui est arrêté, interrogé par un inspecteur de police. Et on apprend qu'elle a 25 ans. On lui demande de raconter sa vie. Elle dit qu'elle avait été affranchie quand elle avait 11 ans. Elle était couturière au Bengale, en Inde. Elle arrive à Maurice, elle va vivre avec un homme blanc, un marin appelé Huel. Mais elle vit seule. Et on va lui demander on l'a arrêtée parce qu'on voulait savoir pourquoi elle n'avait pas déclaré qu'elle vivait avec un homme blanc. Bon, on n'a pas arrêté Huel, mais on lui demande à elle, parce qu'il fallait qu'elle déclare cela à la police, même si théoriquement elle était libre. Donc, c'est vraiment policer ces personnes. J'avance un petit peu. On a d'autres cas. Une femme qui porte, un certain Jean Schwartz, tailleur, qui porte plainte contre sa voisine, une femme libre du nom de Marie-Louise Piscard, qui avait allumé le feu à côté de son atelier. Et Piscard avait l'habitude de recevoir plusieurs marins. En fait, je pense qu'elle devait faire un petit commerce parallèle. Et donc, ça ne plaît pas du tout à son voisin. Donc, elle se fait arrêter. Et dans ce commerce parallèle, on arrête d'autres femmes qui sont d'origine asiatique, d'origine indienne, et elles viennent en particulier du Bengale. Et ces femmes du Bengale constituaient la majorité de la catégorie des femmes qu'on trouvait à Port-Louis. Elles sont souvent affranchies. Donc, les femmes ayant une double appartenance ethnique, c'est-à-dire elles étaient afrodescendantes et indiennes, sont appelées aussi femmes de couleur. La classification est difficile. On ne sait pas si elles sont appelées femmes de couleur parce qu'elles sont afrodescendantes et européennes, ou alors parce que afrodescendantes et indiennes. En tout cas, dans la première partie du XIXe siècle, il y avait environ 14 831 gens de couleur. Et en 1830, ce nombre s'élève à 18 000, donc presque le double. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la vie quotidienne de ces personnes? J'ai, en regardant ces archives, regardé quelques points. Ce qui m'a intéressé, par exemple, c'est qu'on a des cas qui nous donnent une image assez, peut-être douloureuse des personnes qui souffrent de problèmes mentaux. Le 25 juin 1875, le commissaire de police informe le protecteur des immigrants qu'un garçon indien nommé Kobabus a été arrêté dans la nuit. La police a essayé de retrouver sa famille, mais personne ne le connaissait. La recherche n'aboutit pas, le garçon semble être perdu. La police sait que son père s'appelait, c'est ce qu'il dit, son père s'appelait Surawati. On essaie de savoir si son père a déposé, s'il y a un document qui montre que son père essayait de le retrouver. On n'en retrouve pas, mais il semble que le jeune garçon a perdu la tête. Donc on va avoir quelques cas comme ça où on a des enfants abandonnés dans les rues de Port-Louis, et certains d'entre eux sont admis dans des institutions pour essayer de les protéger. Donc il y a vraiment un problème de maladie mentale, il y a un problème de toxicomanie, d'alcool, la pauvreté engendre tout ça.
ça dresse un tableau assez sinistre concernant le sort des enfants dans les années 1870. Alors, j'ai beaucoup de documents, de récits que je pourrais partager avec vous, mais je n'ai pas trop le temps. Je voudrais conclure et terminer très brièvement en disant que l'histoire coloniale a souvent été narrée à partir des ports. J'ai choisi non pas de me concentrer sur ces marins comme, ou ces hommes et ces femmes comme fierté de la ville, etc. J'ai voulu vraiment faire émerger des voix qui sont rarement entendues, des voix africaines, des voix africaines européennes. Mais j'avais aussi pour ambition de les situer dans les espaces dans lesquels ils ou elles évoluaient, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie de communautés diverses, c'est-à-dire qu'elles ne vivaient pas qu'entre elles, elles ont vraiment des rapports avec les Blancs, avec les Indiens, etc. Donc les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et je voulais aussi montrer que les ports sont des lieux de rencontre beaucoup plus ouverts qui permettent à ceux qui ont été marginalisés en dehors de finalement vivre ensemble, communiquer, échanger, avoir des sortes de relations. J'ai très peu de documents sur les mariages mixtes, mais ils ont existé. Il y a des enfants qui sont nés de ces unions. Ces enfants sont souvent qualifiés de mulâtres, mais pas toujours. Des fois, on dit que ce sont des Noirs. Donc, il est difficile de savoir s'ils ont de double ethnicité. J'ai aussi voulu montrer les limites du terme africain-européen, car par exemple, dans le cas de Maurice, ce sont des identités africaines, européennes, asiatiques, notamment indiennes, qui vont forger l'histoire de l'île, avec bien sûr quand même une communauté africaine, de descendance africaine qui reste plus marginalisée. Dans le cas de Luanda et Angola, il s'agit des identités presque cimentées du fait de la lutte entre Africains et Européens. Donc, on déclare qu'on est vraiment ou Africain ou Européen. Mais enfin, avec la religion, il y a quand même des zones tampons qui permettent de dire que l'identité religieuse est beaucoup plus fluide que cela. Les outils utilisés pour analyser ces histoires sont, comme vous l'avez vu, diverses. Je les ai voulus volontairement fluides et malléables, avec une réécriture des histoires du passé. J'ai utilisé ces outils parce que je voulais qu'on questionne aussi les outils qu'on utilise pour faire de l'histoire, et notamment de l'histoire coloniale. C'est une expérience, je suis en pleine expérimentation et je ne sais pas ce que ça va donner, mais je trouve en tout cas cette façon de faire l'histoire beaucoup plus intéressante. Merci.